Aujourd'hui, on va voir une conférence sur le thème de comment choisir ses aliments. Alors, on verra comment on fait nos choix alimentaires, qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, quels arbitrages entre les différents critères. On vous reparlera des ateliers enfants, des labels et quelques informations très pratico-pratiques sur les où acheter. Et on vous lancera le défi pour le mois prochain. Alors, comme à chaque conférence, on vous redit que effectivement c'est compliqué de se repérer parmi tous les produits qu'on peut trouver, parmi toutes les solutions d'achat existantes. C'est compliqué de faire évoluer nos habitudes. Et donc nous, nos objectifs chez WeChange, c'est de vous donner l'information la plus juste et la plus fiable possible. On essaie d'avoir toujours une position modérée. On ne juge personne et on ne veut surtout pas culpabiliser quiconque. On a un discours positif et on veut faciliter une transition pas à pas, et donc en se partageant les bonnes infos, les bonnes idées. Donc merci pour vos retours sur vos ressentis et vos besoins. On est toujours preneuse de ce que vous pensez. Alors, comment fait-on nos choix alimentaires? Donc vous allez voir que on prend en considération pas mal de critères. D'abord, nos besoins physiologiques en termes de plaisir, de calories. Ensuite, c'est un acte social et donc on prend en compte nos goûts personnels, les goûts de la famille, l'occasion particulière. On mange pas pareil en semaine ou le week-end quand on a des amis. Le cadre culturel, on a hérité d'un héritage familial, culturel, parce qu'on est en France ou ailleurs, on a nos habitudes, on peut avoir une religion et donc ça peut aussi avoir un impact sur nos habitudes alimentaires. Ensuite, il y a l'AG responsable qui peut rentrer en ligne de compte, et là, on va en parler pas mal. Tout ce qui est santé, durabilité, éthique, l'impact social de nos choix. Et enfin, nos contraintes, que ce soit en termes de budget et en termes de temps et de praticité. Donc, votre cerveau fait tout ça un petit peu quand il achète ses produits. Donc, bravo. Alors, qu'est-ce qu'un bon produit? Donc, on vous laisse un petit moment pour réfléchir. Selon vous, pour vous, quels sont les critères qui rentrent en ligne de compte pour savoir ce que c'est qu'un produit de qualité? Donc, on vous laisse 30 secondes où vous pouvez mettre pause et puis nous, on continue. Alors, un bon produit, donc là, c'est ce que disent les consommateurs, les mangeurs et puis les études aussi. C'est déjà un bon prix et un bon rapport qualité-prix, ça rentre majoritairement en ligne de compte. Un produit qui a bon goût, parce qu'on ne va pas se passer du plaisir quand il s'agit de manger. La facilité d'emploi aussi rentre en ligne de compte pour nos vies de tous les jours. Ensuite, au niveau de la qualité, on a deux critères. La qualité nutritionnelle, donc ça va être la teneur en nutriments, en fibres. Est-ce que les produits que j'achète vont m'apporter tout ce dont j'ai besoin? Le degré de transformation aussi, ou la quantité d'additifs par exemple. Est-ce que mon produit va être plus ou moins ultra transformé? Ça rentre en ligne de compte. La qualité sanitaire, est-ce que il y a des contaminations microbiologiques naturelles, c'est-à-dire est-ce que mon produit va être sain? Ou alors des contaminations chimiques qui peuvent moins se voir. Est-ce qu'il y a des résidus de pesticides ou quand il est emballé dans des produits, dans des emballages avec du plastique par exemple, est-ce qu'il y a des molécules qui vont migrer dans mon produit? Et enfin, quel est l'impact de ce produit sur les hommes? Donc, est-ce que ce produit rémunère les producteurs? Quelles ont été les conditions de travail pour fabriquer ce produit? Et enfin, l'impact sur les ressources et l'environnement. Quelle est l'empreinte carbone, l'empreinte eau, l'empreinte sol, l'impact sur la biodiversité de ce produit? Alors du coup, on vous propose cette définition et ce triptyque du goût, de l'impact social et de l'impact environnemental. Et on pense que les trois doivent être là et que s'il manque un pilier, c'est bancal. Si le produit va être bon au goût et bon pour l'environnement mais qu'il n'est pas cher, ça veut dire que le producteur ne va pas forcément être bien rémunéré. S'il est bon au goût, là, le producteur est justement rémunéré, mais ça a un mauvais impact sur l'environnement, ça ne sera pas durable. Donc ce produit ne sera pas forcément de qualité. Maintenant, on peut se poser la question de ces freins. Quels sont mes freins par rapport à cette consommation responsable? À quoi vous pensez quand on vous dit ces différents critères? Là aussi, vous pouvez mettre pause pour réfléchir un petit peu de votre côté.
Alors, nous, ce qu'on entend dans les freins des personnes quand on fait nos conférences, ça va être, j'arrive pas à m'y retrouver dans les différents produits que je vais avoir, je sais pas où trouver des produits responsables, ça prend trop de temps de faire différentes modes de distribution et donc c'est compliqué, c'est cher, c'est pour les bobos, j'ai l'impression que c'est du marketing qui nous vole, le bio, j'y crois pas. Voilà. Et alors du coup, je voulais juste vous témoigner un tout petit peu, moi, un témoignage personnel pour vous montrer que voilà, je n'ai pas toujours été à, à ce à cette vision-là et que avant, il est vrai que je considérais un petit peu ma voisine qui faisait ses courses chez La Belle Vie et qui était abonnée à une AMAP, un peu comme une hippie écolo, et je m'y retrouvais pas beaucoup dans cette personne. Donc moi j'ai fait des études en nutrition et j'ai travaillé longtemps dans un service recherche et développement en nutrition dans une entreprise d'agroalimentaire. Et du coup, avec mes études, j'ai longtemps considéré le critère nutritionnel comme le premier critère qui avait une importance, évidemment avec le goût, sans trop m'occuper du mode de production. Ça vient un peu des études de nutrition qui manquent de ce point-là, et que voilà, nous on apprend que il y a des tomates, qu'elles aient été produites sous serre, hors saison, et puis très loin de chez nous, elles ont la même valeur nutritionnelle que des tomates qui ont été produites en été, en pleine terre. On ne se préoccupe pas du tout du mode de production. Et quand je regardais les valeurs nutritionnelles, quand on compare des produits, par exemple du bio par rapport à du conventionnel, on trouve des études qui montrent que c'est à peu près similaire, et on est souvent tenté de prendre les études qui nous intéressent. Pour les résidus de pesticides, dans les produits, ils sont majoritairement tout le temps inférieurs aux limites maximales résiduelles qui sont autorisées pour chaque molécule, mais les scientifiques ne savent pas encore trop l'effet cocktail de toutes ces molécules qui sont présentes à petite dose. Et j'avoue, j'avais pas trop envie de creuser, ou parfois on préfère ne pas trop savoir. Et finalement, en cherchant et en m'intéressant à d'autres systèmes d'agriculture, en lisant d'autres études sur les valeurs nutritionnelles, sur les perturbateurs endocriniens, je me suis mise un peu à changer d'avis. Et maintenant, effectivement, je considère le mode de production comme essentiel sur l'impact sur la santé et sur l'environnement. Et donc, progressivement, j'ai un peu changé d'avis sur ma voisine. Et puis maintenant, c'est peut-être mes voisines qui me prennent pour une hippie écolo. Donc voilà, mais tout ça pour dire, c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais c'est pour vous dire qu'on est tous à des stades différents de notre intérêt sur l'alimentation, de notre prise de conscience, et qu'on respecte à 100% ça chez WeChange. Donc voilà, soyez tous accueillis de façon bienveillante. Alors, quelques éléments de réponse sur les différents freins que chacun peut avoir. Alors déjà, c'était Hippocrate qui disait que ton alimentation soit ta meilleure médecine. On est ce que l'on mange. En fait, c'est pas rien de mettre des choses dans son corps. Les aliments qu'on mange, progressivement deviennent nous, puisque c'est eux qui nous servent à fabriquer notre propre corps. Voilà. Une alimentation, c'est clé pour la santé, que ce soit la prévention et la bonne santé, pour l'environnement, et aussi bien d'autres choses encore, le plaisir, la convivialité, la transmission d'une culture, de plein de choses qui peuvent se passer à table, l'éducation à la citoyenneté. Et avant, nos ancêtres, voilà, c'était une activité centrale de leur emploi du temps. Ils y passaient et du temps et de leur budget. Alors, quelques éléments encore sur le temps. On peut se poser la question de se dire, bon voilà, quelles sont mes priorités? Vous connaissez peut-être l'histoire du bocal, et puis de remplir d'abord les gros cailloux, ensuite les petits cailloux, puis après il reste de la place pour le sable. Et donc, en gros, les choses essentielles doivent être mises en premier, et puis après il reste du temps, voilà, pour les loisirs ou autres. Et que le plaisir de faire ses courses peut être possible. Ça peut être, voilà, si on a l'occasion et si on peut prendre ce temps, ça procure beaucoup plus de plaisir de faire du marché en discutant avec les producteurs ou en croisant ses voisins. Parfois, c'est moins long d'aller dans un plus petit magasin
sur un système, une plateforme où il n'y a pas beaucoup de choix par rapport à passer du temps à choisir dans un hypermarché, d'essayer de trouver l'offre la plus responsable possible dans une large gamme. Voilà, donc parfois, voilà, pesons un petit peu l'équilibre plaisir-temps. Et au niveau du budget, voilà, le but c'est une évolution globale qu'on vous propose et pas juste une substitution, par exemple d'un même produit par le même produit qui serait plus responsable avec un label ou qui serait bio. Parce que si on a le même panier, qu'on passe tout en bio labellisé, là vous allez payer 2 fois le prix. Mais si on fait moins mais mieux, voilà, c'est là où on s'y retrouve au niveau du budget. Pareil, au niveau de la densité nutritionnelle des aliments, elle va être différente. Si on a des produits de meilleure qualité, ils vont être plus rassasiants, ils se conservent parfois mieux, et du coup, de fait, on va en manger moins en quantité, donc en acheter moins. Par exemple, l'exemple du pain est hyper caractéristique. Quand vous prenez un pain au levain bio avec une mie dense, je sais pas, le matin, vous en prenez juste 2 tartines, vous êtes rassasié, par rapport à du pain de mie ou un pain de mie blanc qui va être plutôt assez mou, qu'on va avaler comme ça en 2 secondes, et ben il va falloir en prendre 5 tartines par exemple. Donc c'est pas les mêmes quantités, et puis du pain au levain va se conserver toute la semaine, alors que donc on aura moins jeté. Donc ça s'équilibre au niveau du budget. Et puis le plaisir évolue. Ça peut être un vrai plaisir de choisir des produits qui soutiennent un système vertueux, et donc ça nous fait plaisir et on en retire plus. Donc ça, on vous avait déjà montré cette petite diapo de moins mais mieux. En gros, c'est une évolution. Le panier flexitarien, donc qui mettrait plus de fruits et légumes, plus de légumes secs, plus de céréales complètes et moins de boissons sucrées, moins de poissons et de viande, et puis moins de produits ultra transformés. C'est ce qu'on appelle le panier flexitarien. On va voir après que il est 22% moins cher que le standard. Donc parce qu'on a mangé moins de produits ultra transformés, moins de viande qui coûte cher, et que cette baisse de coût, soit du coup notre budget diminue, soit ça nous permet d'introduire 50% de produits labellisés. Et si on introduit 50% de labellisés, on se retrouve avec le même coût que le panier actuel, mais avec du coup des produits plus responsables dans notre panier. Et enfin, quel prix? Là aussi, on en parle souvent, mais voilà, avant, on mettait 35% de son budget dans notre alimentation. Maintenant, en France, ça a diminué, c'est à peu près 20%. Aux USA, c'est 7%. Alors, d'une part, parce que les prix des aliments a diminué, et ça a été un progrès social. Et d'autre part parce que aussi les autres postes ont largement augmenté, type nos loisirs ou des produits IFI par exemple. Deuxième aspect pour le prix. Le prix des affichés, en fait, n'est pas le coût réel de nos aliments, et donc nous, en tant que consommateurs, on est un peu trompés. Déjà, il est largement subventionné. Et ensuite, ce prix n'intègre pas le coût des externalités négatives, c'est-à-dire que toutes les mauvaises choses que ça peut entraîner, le coût de santé que peuvent coûter les pathologies liées à l'alimentation. Il se trouve que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et l'ostéoporose, donc qui sont toutes les 5 pathologies principales liées à l'alimentation, ça coûte à la société 75 milliards d'euros par an. Et que ça, ce prix-là, on ne le paye pas dans nos aliments, mais on va le payer dans notre sécurité sociale. On ne compte pas non plus le mal-être des agriculteurs qui est une profession mis à mal par ce système. Le coût de la dépollution de l'eau qui coûte extrêmement cher et que on ne le paye pas. On le paye après, la perte de biodiversité qui se chiffre très difficilement. Voilà. Donc en fait, voilà, cette pensée globale devrait être plus pris en compte dans le prix des aliments. Et donc nos aliments, le juste prix, ça serait que les producteurs puissent vivre de leur travail et que des aliments qui auraient été produits de façon vertueuse et qui rendent des services puissent être moins chers que les autres.
Et dernière réflexion sur le prix. Voilà, je pose comme ça les questions. Quel prix je donne à ma santé puis à celle de mes proches? Quel prix je donne à la vie de tous les êtres humains? Parce que ce qu'on consomme, nous, dans nos pays occidentaux, ça a un impact sur les pays du Sud, qui sont les plus impactés par les dérèglements climatiques ou par les problématiques de conditions de travail. Quel prix je donne à la protection de l'environnement? Voilà. Et je cite souvent une phrase de Bruno Parmentier, qui est un chercheur qui avec une vision intéressante. Derrière l'acte de manger, il y a bien plus que des calories et des euros. Et il est urgent de passer plus de temps et d'argent à une activité fondamentale qui est le bien manger. Donc globalement, en fait, déjà, ce qu'il faut retenir, et s'il y a une chose à retenir de cette conférence, ce sera ça, c'est, je vous invite à se poser des questions sur le contenu de nos assiettes. Et on peut répondre à ces questions. Le coq a 2 Q, donc COQQ. Comment le produit a été produit, où il a été cultivé, qui a travaillé, qui est impacté, qui va le distribuer, quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, plutôt que effectivement de se poser les questions avec une vision un peu culpabilisante, et c'est pas notre volonté, on peut aussi prendre les questions sous la version positive. Voilà, par mes actes, par mes achats, par ma carte bleue, quelle société je veux voir advenir, je veux soutenir, parce que on ne soutient pas la même chose en achetant tel ou tel produit. Alors maintenant, quel serait le panier idéal responsable? Là, donc c'est plus sur quel type d'aliments je mets dans mon panier, et ensuite on verra pour quel aliment, quels critères je prends en compte pour les choisir. Alors, juste rapidement, l'alimentation, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre de l'empreinte carbone d'un Français moyen. Ça, donc c'est une donnée. Ensuite, dans cette empreinte, les produits animaux représentent plus de 70% de l'empreinte carbone de l'alimentation. Donc ça, je vous réfère à la conférence sur la viande. Les chiffres peuvent varier selon les études et les modes de production, mais vraiment diminuer sa consommation de produits animaux, c'est le geste qui a le plus d'impact sur l'empreinte carbone de son alimentation. C'est pour ça qu'on est parti chez WeChange. Là, on vous montre l'assiette nutri-écologique, non pas d'un régime 100% végétarien, mais d'une assiette à majorité végétale et puis avec peu de produits animaux. Et donc, si on prend par exemple un exemple de semaine, tous les soirs peuvent être végétariens, c'est-à-dire avec ou sans produits laitiers, avec ou sans œufs. Et puis, on a 3 jours sans viande ni poisson, avec du coup les viandes rouges, bœuf, veau, porc, agneau, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, et puis 2 fois par semaine des légumes secs. En image, des petits exemples de dîner simples de végétariens, des pâtes aux légumes, des tartines de houmous avec une salade de carottes, un peu plus compliqué, des currys de patates douces aux pois chiches, un dalle de lentilles et de riz. Voilà, et c'est pour ça que souvent, parfois, on manque un peu d'idées pour nos dîners du soir, mais c'est un projet qu'on lance dans les écoles, de faire des livres de recettes végétariennes de saison, avec des recettes qui sont proposées par les familles. Alors, donc concrètement, maintenant qu'on a vu les types d'aliments qui étaient entre guillemets idéaux, comment les choisir? Et souvent cet arbitrage, on entend souvent ces mots, est-ce qu'il faut choisir bio, local, circuit court ou de saison? Alors, d'abord, quelques définitions sur donc les produits locaux, ce que ça veut dire. Donc ça, c'est un gage d'origine. Il est cultivé ou transformé près de son lieu d'achat. Il n'y a pas de distance maximale à réglementer. Ensuite, le circuit court, c'est-à-dire que là, ça veut dire qu'il y a un seul intermédiaire entre le produit que j'achète et son producteur. C'est un gage de réduction des intermédiaires, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est plus proche géographiquement, ni un meilleur bilan environnemental. Une orange de Sicile, avec un seul intermédiaire, elle n'est pas locale. Le circuit de proximité, là, ça combine et le circuit court et le local. Donc, ça combine la réduction des intermédiaires et la proximité géographique.
Là, il n'y a pas de réglementation non plus, mais d'un commun accord, c'est entre 30 et 100 km, voilà, selon les lieux et les produits. Et la définition du bio, ça c'est un mode de production via un label, et ça c'est un gage de respect de l'environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Mais là, pas de distance maximale réglementée et pas de réglementation sur les emballages. Alors, pour vous, je vous laisse réfléchir aussi un tout petit peu, quel est l'impact majoritaire, quelle est l'étape qui a le plus d'impact entre l'étape de production, de transport, de transformation, de distribution, ou alors les activités qu'on fait à domicile, c'est-à-dire remettre en œuvre le produit, le cuisiner. Donc là, la réponse est là, c'est l'impact du mode de production c'est le mode de production qui a le plus d'impact, et donc dans un bilan d'un produit, c'est à 67% la production qui compte. Ensuite, il y a le transport pour 19%, et ensuite c'est plus marginal. Alors quand on parle impact du mode de production, c'est un peu à toutes ces questions c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser. Par exemple, est-ce que les cultures, est-ce qu'elles sont de saison? Est-ce que les variétés sont adaptées à leur environnement? Souvent, dans des modes de production plus durables, c'est des races qui vont être d'animaux, par exemple, qui vont être plus anciennes et qui sont adaptées au terroir, et donc elles vont être moins fragiles, donc il y aura moins besoin elles sont moins malades, plus résistantes. Est-ce que les cultures utilisent beaucoup d'engrais chimiques? Donc effectivement, l'application d'engrais de synthèse à cause de l'émission de protoxyde d'azote, à eux seuls sont responsables de 34% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Quelles sont les méthodes culturales mises en place? Toutes les méthodes plutôt classiques de retournement du sol, de déforestation, de non-recouvrement du sol entre les cultures, et ben ça va contribuer à épuiser le sol, à contribuer à son érosion, et puis du coup à déstocker le CO2 dans l'atmosphère. Ou à l'inverse, est-ce que il y a un système de rotation des cultures, entre les cultures, et on cultive des engrais verts? Est-ce qu'il y a des prairies permanentes, des haies? Alors même s'il est vrai que l'agriculture biologique, si elle peut être intensive et puis avoir pas mal de bâches plastiques, dans le cahier des charges, on le verra, il y a des obligations de rotation de culture et de création de haies pour préserver le sol et puis pour stocker le CO2. Ensuite, quelle consommation d'énergie? Donc là, c'est plutôt quel outillage est utilisé. Donc c'est majoritairement là, le CO2 qui est émis par les tracteurs et les autres machines agricoles. Et là, même si ça fait partie d'une toute petite partie du total des émissions, ça peut rentrer en ligne de compte. Et là, les micro-exploitations, et souvent les micro-exploitations biologiques sont souvent plus économes en énergie puisqu'elles sont moins mécanisées. Donc en gros, c'est la question, les critères de saisonnalité, de méthode culturale, quels sont les intrants qui sont mis dans les cultures, et puis la consommation d'énergie. Et c'est pour ça que ça contribue à plus de presque 70% du bilan carbone d'un produit. Alors d'abord, le premier critère à prendre en compte, c'est le respect des saisons. Et déjà, si on fait ça, c'est déjà un bon point, puisque du coup, la culture hors saison, ça émet jusqu'à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'une culture qui est produite en saison. Parce que voilà, c'est sous serre chauffée, et puis il y a aussi beaucoup de transport souvent qui est lié à ces cultures. Alors plutôt que de voir tous les effets délétères du hors saison, on peut voir l'effet positif du pro-saison. Donc déjà, ça respecte plus les rythmes naturels, donc c'est plus naturel. Et ensuite, comme les produits en saison sont récoltés à maturité, et ben il y a plus de goût, plus de nutriments. C'est plus sain parce que on n'est pas obligé de les traiter pour qu'ils se conservent mieux pendant le transport, puisque pour le coup les produits hors saison sont transportés sur des longues distances. Et aussi, du coup, il y a plus de variétés parce que ça veut dire qu'à chaque saison, on change de légumes.
moins de lassitude aussi. On est content de voir arriver les tomates, alors que si on a mangé toute l'année, voilà, il y a moins de, il y a, il y a moins de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on transmet aussi aux enfants, et notamment un bon truc à apprendre de voir, de se reconnecter à la nature, et puis aussi de gérer un peu plus la frustration. Donc, il y a des calendriers de saison qui existent. Ils peuvent être nationaux comme celui de l'ADEME en bas à gauche, ou locaux. En bas à droite, vous avez celui d'Aprobio, une association, avec un calendrier typiquement Hauts-de-France. Et le calendrier Biocop, qui est plutôt national aussi. Donc concrètement, si on fait cette course sur le marché, c'est reconnaître les étals des producteurs par rapport aux étals des revendeurs, puisque les producteurs, on sait qu'ils sont majoritairement, ils vont pas s'amuser à mettre des serres chauffées, mais on peut quand même leur poser la question. Choisir des enseignes qui respectent la saisonnalité, parce que ça, faut pas compter sur les enseignes classiques pour nous apprendre les saisons. On trouve du coup des magnifiques, en ce moment en hiver, on peut trouver des magnifiques étals de tomates, des poivrons, des aubergines à côté des tempinobours, des choux et des haricots verts du Kenya. Donc voilà, soit on choisit son enseigne qui s'astreint à ne vendre que des produits de saison, soit voilà, on a son calendrier et puis on n'achète pas de produits hors saison. Et ensuite, là aussi, on gagne en variété. Quand on a nos recettes phares, nos tartes, nos gratins, nos poêlés, et ben on les décline avec les légumes de saison, et du coup, ça change de nos recettes. Et typiquement, si vous mangez des crudités à l'apéritif, voilà, on n'est pas obligé de toujours faire avec les mêmes légumes. Et donc, en hiver, si on se passe de tomates, et ben il y a les carottes, des endives, des betteraves, des radiraves, voilà. Sachant que les champignons, là, c'est pour toute l'année. Concrètement aussi, comment fait-on pour vivre sans tomates en hiver? Ce qui peut être un vrai sujet parce que quand on a l'habitude de manger des crêpes ou nos croque-monsieur avec des tomates, on se dit mince, qu'est-ce qu'on va mettre dedans du coup? Donc les conserves de tomates, là, c'est les tomates qui ont été cultivées à maturité et transformées juste après la récolte. Donc ça permet de cuisiner avec de la tomate toute l'année, des coulis, des pelés, des tomates confites. Et puis pour nos crêpes ou nos croque-monsieur, et on peut utiliser le champignon toute l'année, des restes de légumes de saison déjà cuits, un mélange voilà de champignons avec d'autres légumes et puis de la crème fraîche ou de la sauce tomate, et puis utiliser des conserves aussi. Et pour ceux qui ont du mal aussi à se passer de jus d'orange le matin, le jus de pomme peut être plus local, et puis on peut manger aussi des fruits entiers qui permet de manger des fruits de saison toute l'année. Concernant le mode de production, alors là je vais parler pas mal de production de la bio, pour montrer, parce que souvent on pense que le bio c'est qu'il n'y a pas de pesticides, mais en fait c'est plus que ça. Et donc dans les grands principes de la bio, il y a la santé des hommes, des sols et des animaux, l'écologie, donc respect des cycles naturels avec des techniques agricoles et des substances naturelles. L'équité et l'éthique fait partie aussi des principes, donc un juste partage de la valeur, et puis le principe de précaution, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'OGM qui est utilisé en bio. Au niveau de l'approche, elle est globale, elle veut essayer de préserver les équilibres naturels, on dit que c'est une agriculture du vivant, et donc typiquement le sol, il y a le but c'est de nourrir le sol et pas de nourrir la plante avec des solutions nutritives, et donc le sol va être nourri par des fertilisations organiques, des déjections animales par exemple, ou par des engrais verts qui viendraient de plantes qu'on a cultivées pour ça, ou avec des compléments minéraux naturels, et c'est pour ça qu'après, avec toute cette approche, c'est l'absence de pesticides qui en découle, mais ce n'est pas que ça. Et donc effectivement, absence de pesticides chimiques,
il y a des pesticides naturels autorisés, il y en a une centaine. Donc ça va être des auxiliaires de culture, des plantes ou des micro-organismes où le cuivre et le soufre. Voilà, et c'est souvent moins efficace et c'est pour ça que les rendements sont inférieurs. Alors il y a d'autres modèles agricoles qui sont vertueux, qui sont pas encore labellisés, typiquement l'agroécologie ou la permaculture. On parle aussi d'agriculture régénératrice des sols. Mais ça, c'est pas labellisé. Donc là, il y a que en discutant avec et en visitant les fermes qu'on peut le savoir. Et quant à l'agriculture raisonnée, là non plus, il n'y a pas de cahier des charges. Et du coup, c'est difficile de savoir vraiment ce qui est différent du conventionnel. Alors, je vais pas faire un cours sur le cahier des charges de la bio. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander plus de renseignements. Mais quelques grands principes. En gros, souvent, dans les fermes bio, c'est plutôt de la polyculture élevage, puisque on va être sur un cycle où tout est utilisé. Rien ne va se perdre. Et c'est en mode cycle. Par exemple, on va cultiver des céréales qui vont nourrir les animaux de la ferme. Ça va apporter de la paille pour les animaux. Les animaux, eux, vont produire du fumier qui vont permettre d'enrichir la terre et de nourrir les cultures, le sol sans engrais chimiques. Les abeilles vont polliniser les vergers. Voilà. Au niveau du recyclage, tout est composté et le but c'est de réutiliser les matières organiques. Du coup, ça rend les fermes plus autonomes. Ils n'ont pas forcément besoin d'acheter des intrants ou des aliments de l'extérieur pour les animaux. Donc, ça fait des fermes qui sont plus résilientes et du coup, pour le producteur, c'est plus sécurisant et c'est plus rémunérateur que quand on est dépendant des intrants ou des pesticides qui sont des molécules qui sont assez chères. Le fait qu'il faille mettre des haies et qu'il n'y ait pas de pesticides, ça maintient la biodiversité dans les fermes. Et puis, on reparle du sol. Vraiment, le sol, entre guillemets, est vivant. Enfin, et ça, on le voit pas, mais il y a plus d'organismes vivants sous la terre que sur terre. Et toute cette vie est hyper importante pour la nourriture de la plante, pour la biodiversité. Et le fait qu'il y ait l'absence de pesticides fait que la vie du sol est respectée. Deux trucs sur le cahier des charges de la bio pour les choses qui m'ont semblé les plus importantes au niveau de la production végétale. La monoculture est interdite et donc au niveau des rotations, ils peuvent avoir des plannings de culture qui peuvent être différents sur 10 ans. Et ça permet du coup de pas épuiser le sol et de limiter par exemple les problèmes de mauvaises herbes ou de ravageurs qui vont être typiquement liés à une culture. Donc quand on change de culture, le ravageur va partir. La culture des légumineuses qui est hyper intéressante à deux titres. Ce sont les seules plantes qui n'ont pas besoin qu'on leur fournisse de l'azote sous forme chimique puisqu'elles vont capter l'azote de l'air. Grâce à une petite coopération avec des bactéries qui sont dans leurs racines. Donc, il n'y a pas besoin de leur apporter des engrais. Et ensuite, quand on les coupe, une fois qu'on on a récolté, on peut laisser les tiges au sol, une fois qu'elles sont coupées, et ça sert d'engrais vert. L'azote revient au sol et ça permet d'éviter de mettre de l'azote chimique et tous les problèmes de lessivage des nitrates par exemple. Au niveau de la production animale, il n'y a pas d'OGM effectivement qui est donné aux animaux. Et ça, je l'ai appris récemment, mais donc les OGM, vous savez, c'est interdit en France pour l'alimentation humaine, mais pas pour l'alimentation animale. Et donc ça veut dire que dans l'élevage intensif, les animaux peuvent être nourris entre autres avec des tourteaux de soja. Or en France, on n'est pas autosuffisant en soja. Il y a de la culture de soja en France, mais ça va servir pour les yaourts ou les laits de soja, par exemple. Donc, on importe tout le reste. Et les plus gros producteurs de soja, c'est le Brésil et l'Argentine. Et là-bas, le soja est à 90% OGM. Ça veut dire que, de fait, nos animaux d'élevage sont nourris avec des cultures OGM et on ne sait pas trop l'impact que ça peut avoir. Le bien-être animal fait partie du cahier des charges de la bio et donc notamment des surfaces minimales par animal, l'accès à l'extérieur, à de la lumière naturelle et l'élevage hors sol est interdit. Et puis en cas de maladie,
les médecines alternatives sont utilisées et les antibiotiques sont utilisés en dernier recours. Voilà, alors souvent ce qu'on nous dit c'est il y a bio et bio. Donc non, dans un sens parce que le bio étranger et le bio français, s'il y a le label Eurolabel, la feuille verte, c'est le même cahier des charges entre tous les bios. Mais effectivement, le bio industriel, ce que j'appelle le bio industriel, ça va être du coup des produits qui vont être plutôt distribués dans la distribution classique. Ça va être des produits bio qui vont être moins chers parce qu'il y a des gros volumes d'achat, il y a des produits internationaux, mais il peut y avoir du coup des produits hors saison. C'est effectivement pas forcément, ça n'a pas forcément toutes les mêmes bons impacts que l'agriculture biologique plutôt plus locale. Au niveau des emballages, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux acheter du bioplastique ou du non bio mais sans plastique? Ça va changer. Pour l'instant, il n'y a pas de normes sur les emballages des produits bio, mais c'est interdit depuis janvier 2021 pour les lots de fruits et légumes en petit conditionnement. Et puis, il existe du bio hors saison? Donc oui, c'est vrai. Et c'est pas la même chose que le bio local et de saison. Mais pour le coup, le label AB France, et c'est le seul pays qui le fait, limite la production sous serre chauffée pour les légumes d'été, tomates, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, entre mi-décembre et puis fin avril. Donc là, on a aussi plus de gages de saisonnalité. On peut savoir l'origine des ingrédients sous les labels. Là, quand vous voyez Agriculture France ou au contraire Agriculture UE non UE, là, on sait pas, on n'a pas de gage de localité. Alors aussi, on nous dit, si c'est bio, c'est forcément bon pour la santé. Alors ça, non, parce que bio, c'est pas un régime. On peut manger bio, mais trop gras, trop sacré, trop sucré ou trop sacré, trop sucré ou trop salé. Mais globalement, les consommateurs de bio, c'est ceux aussi qui diversifient le plus leur alimentation. Et il peut y avoir des produits ultra transformés aussi en bio. Donc là, vous voyez cette petite knacky bio. Voilà, c'est un produit ultra transformé. En revanche, à produit équivalent, les produits bio seront toujours meilleurs pour la santé. C'est-à-dire qu'il y aura moins de résidus de pesticides et il y a une limitation des additifs. Dans le cahier des charges de la bio, il y a 50 additifs qui sont autorisés versus 600 dans les produits classiques. Alors, on va revenir au prix aussi. Souvent, effectivement, manger bio ou des modes de culture plus vertueux, c'est cher. Alors, oui, c'est vrai, parce que non seulement il faut une main-d'œuvre plus importante, il y a plus de travail manuel, et que la main-d'œuvre, voilà, c'est forcément plus cher. Il n'y a pas les mêmes cycles de vie aussi. Les animaux sont abattus plus tard. Par exemple, pour un poulet, ça va être 81 jours contre 40 jours pour un poulet standard. Donc, il faut le nourrir 2 fois plus longtemps. Donc, il y a 2 fois plus de nourriture à apporter. La certification bio, pour avoir le label, ça coûte cher. Et le fait d'avoir des rendements plus inférieurs, forcément, ça fait monter les prix. Mais d'un autre côté, on l'a vu, le fait de rééquilibrer, de faire évoluer son alimentation, donc de diminuer la quantité de viande, par exemple, le fait d'avoir des aliments plus nourrissants, ou le fait on n'a pas forcément besoin d'éplucher les légumes, et donc du coup on gagne et du temps et des nutriments et forcément un peu plus de matière. Tout ça fait que ça peut rééquilibrer un peu le budget. Donc pour rappel, c'est une évolution et pas une substitution qu'il est proposé.
Alors, et donc notre transport, est-ce que ça compte pour rien du coup? Donc on a vu que c'était 19% de l'impact par rapport dans le bilan d'un produit. Et donc ça compte évidemment le nombre de kilomètres entre la production et l'achat, mais aussi la façon dont ça a été distribué. Est-ce que ça a été transporté par route, par train, par avion ou par bateau? Et un produit qui a été transporté par bateau, c'est 30 fois moins d'émissions que l'avion. La gestion logistique aussi rentre en ligne de compte. Est-ce que les camions ont été bien remplis au niveau des producteurs et même au niveau des consommateurs? Quand on fait ses courses directement chez plein de petits producteurs, donc en voiture et puis à plusieurs endroits différents, c'est pas forcément hyper bon sur le point de vue du bilan carbone. Et enfin, à la fin, le mode de déplacement du consommateur final. Pour le transport aérien, il se trouve que c'est les légumes, les fruits et les poissons qui sont les produits les plus transportés par avion. Et donc c'est pas neutre, évidemment, c'est des produits fragiles. Mais donc quelques petits conseils concrets. On peut refuser le transport aérien. Alors parfois c'est écrit sur les étiquettes. Sinon, on sait qu'il y a certaines enseignes qui refusent ce transport en avion, par exemple chez Biocoop. Et donc, par exemple, on ne trouvera pas de litchi chez Biocoop parce que c'est des produits qui doivent être cueillis à maturité, que s'ils sont transportés par bateau, ils vont pourrir. Donc, c'est forcément par avion. Et donc, il n'y en aura pas chez Biocoop. Et donc, on peut se dire qu'on peut limiter certains produits qu'on sait venir de très loin. Choisir des modes d'achat groupés qui, eux, vont optimiser la logistique, des producteurs qui se mettent ensemble et qui vont s'organiser et du coup optimiser leur logistique. Et puis, nous, en tant que consommateurs, optimiser ses courses, essayer de prendre une grosse quantité quand on y va en voiture, voire, comme on sait que c'est le dernier kilomètre qui a le plus d'impact, faire ses courses à vélo. Alors, après tout ça, est-ce qu'il vaut mieux acheter bio ou acheter local et circuit court? Et bien du coup, en fait, c'est différent. Alors, au niveau des circuits courts de proximité, donc local et circuit court, c'est sûr qu'il y a des bénéfices socio-économiques pour les territoires, pour les producteurs, pour les mangeurs. Ça va faire évoluer les comportements. Ça rapproche aussi le mangeur du monde agricole. Donc, de toute façon, ça va revaloriser l'alimentation. Et donc, quand il y a plus d'intérêt, il y a forcément, c'est bénéfique. En plus, le goût est largement meilleur. Mais au niveau du bilan environnemental, c'est pas forcément toujours meilleur que ce soit local et circuit court. Alors, les modes de production, souvent, sont plus durables quand c'est du circuit court. Par exemple, il y a 10% des exploitations qui sont converties en bio contre 2% pour les circuits longs. Donc ça, c'est plutôt meilleur. Mais on l'a vu, comme il faut que ce soit une logistique optimisée, quand on a notre petit producteur qui fait les petits transports avec des camions pas toujours bien remplis, ou avec des camionnettes un petit peu anciennes, ou les consommateurs qui vont utiliser leur voiture, quand on rapporte les bilans carbone par rapport au kilo de produits transportés, les émissions de gaz à effet de serre peuvent être importantes. Donc, le local circuit court ne garantit pas non plus qu'il n'y ait pas de pesticides. Ça, c'est pareil, c'est en discutant avec le producteur qu'on peut le savoir. Donc, voilà, le small n'est pas toujours beautiful. Donc, l'idéal, c'est vraiment bio et local, et puis évidemment de saison. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, on vous propose cet arbre décisionnel, et donc de se poser à chaque fois les questions. Alors, je peux faire un exemple, par exemple, pour la banane. Alors, on se pose la question de est-ce que c'est un aliment sec? Ben non. Est-ce que c'est la saison? Oui, puisque c'est toujours la saison des bananes, puisque ça pousse dans des tropiques. Est-ce que la production est possible en France? Non. Et donc là, on est dans le cas d'un produit exotique.
ou ça va être la même chose pour un produit d'Europe du Sud par exemple. Et donc là, on peut se dire que il vaut mieux consommer de façon occasionnelle des bananes par exemple, ou moins fréquemment que des pommes si on habite dans le Nord par exemple. On peut essayer de refuser le transport par avion. Et puis, on peut se dire, bah, dans ces cas-là, oui, j'achète des bananes et je les prends bio et équitable. Ça, du coup, ça préserve et l'environnement et ça rémunère le producteur. Est-ce que pour la tomate en hiver, par exemple, on se repose la question, est-ce que c'est un aliment sec? Non. Est-ce que c'est la saison? Non, si on est en hiver. Et donc là, on peut se dire, s'il y a une chose qu'on peut boycotter vraiment, c'est d'acheter des tomates en hiver ou des produits hors saison. Donc là, on se dit non. Pour les pommes en hiver, par exemple, est-ce que c'est un aliment sec ou des pommes en automne? Est-ce que c'est un aliment sec? Non. Est-ce que c'est la saison? Oui. Est-ce que la production est possible en France? Oui. Est-ce que je peux l'acheter en bio ou en circuit de proximité? Oui. Donc là, le meilleur choix produit, ça va être bio, local, circuit court. Ça, c'est le meilleur choix. Et au contraire, si on est sur de la viande, là, c'est plus compliqué de le trouver en bio, circuit de proximité. Et donc là, eh ben, on pose des questions on pose des questions au magasin ou au vendeur ou au producteur, et puis on choisit en conscience, ce qui est le critère le plus important pour moi. Si je peux pas acheter de la viande bio parce qu'effectivement ça coûte cher, bah je la prends en circuit court, et donc on fait ces arbitrages un peu comme ça. Alors là, pour suite à c'était un petit peu dense, alors du coup on vous propose une petite pause caout, donc un petit quiz pour vous parler après des ateliers enfants. Donc les ateliers, c'était au niveau des fruits et légumes d'hiver. Et donc comme on leur avait présenté pas mal de légumes d'automne qui se consomment aussi en hiver, on leur a fait découvrir des légumes un petit peu plus différents qu'on vous propose de découvrir avec le caout. Première question, de quels légumes racines d'hiver s'agit-il? Le rutabaga, le topinambour, le gingembre, la patate douce. C'était le topinambour. Question 2. De quel légume racine d'hiver s'agit-il? Le céleri, le panais, le radis noir, le salsifis. C'était le salsifis qui devient blanc quand on l'épluche. Question 3. De quel légume feuilles d'hiver s'agit-il? Les épinards, le chou kale, les blettes, la laitue romaine. Les blettes ou les bêtes. 4. De quel légume feuilles d'hiver s'agit-il? Le chou rouge, le mesclun, la laitue rouge, le chou kale. C'est le chou kale. Alors on peut le trouver en vert, majoritairement vert, mais on peut en trouver du violet aussi. 5. De quel fruit à coque s'agit-il? La noix de cajou, la noix de macadamia, la noix du Brésil, la noix de pécan. C'est la noix de cajou qui est juste en dessous, l'espèce de poivron rouge. 6. Vrai ou faux? Le plus grand anacardier du monde se trouve au Kenya. Vrai ou faux? Alors c'est faux, il se trouve au Brésil. Alors qu'est-ce qu'un anacardier? C'est l'arbre qui donne les noix de cajou. Question 7. Le nom français pour cranberry est la canneberge. Vrai ou faux? C'est vrai, cette petite baie rouge.
et la canneberge. 8. De quel champignon cultivable s'agit-il? Le champignon de Paris, le pleurote, le shiitake, le champignon de Paris rosé. C'est le shiitake, un champignon d'origine asiatique. Heather fait pousser des champignons de Paris dans sa cave. Vrai ou faux? Alors, c'est faux. Elle faisait pousser des pleurotes, mais c'est ce qu'on montrait en atelier. Il est possible de cultiver des champignons dans sa cave avec un bloc de culture. Le pleurote peut pousser sur le marc de café. Vrai ou faux? Vrai. Il y a même une entreprise dans les Hauts-de-France qui s'est lancée là-dessus. 11. De quel fruit de la famille des agrumes s'agit-il? La mandarine, la clémentine, le kumquat, le citron orangé. C'était le kumquat, un petit fruit comme ça, on mange la peau de l'agrume, un peu acidulé. Voilà, alors maintenant vous êtes des pros dans les fruits et légumes d'hiver. Alors, pour les ateliers enfants, donc ce qu'on leur montrait, le cycle 1, on leur avait fait découvrir la culture du champignon, voilà, sur des petits blocs. On avait vu aussi des choux de Bruxelles sur leur tige. Le cycle 2, on les fait jouer avec un jeu de 7 familles des légumes d'hiver, avec différentes catégories, où il fallait qu'ils retrouvent le panais, la patate douce, le salsifis, le rutabaga, le topinambour dans la famille des légumes racines, par exemple. Et aussi, on leur fait découvrir aussi les fruits secs qui peuvent être un super goûter sain et durable dans les boîtes à goûter par exemple. Et donc, ils devaient retrouver le fruit sec et son arbre et retrouver le mot mystère qui était fruit. Si vous voulez faire le jeu, vous mettez pause et vous pouvez le faire. Le cycle 3 devait cuisiner un dîner nutri-écologique d'hiver et donc devait utiliser au moins les grandes cartes des légumes d'hiver qui leur étaient distribuées et ils avaient en plus des ingrédients plus des accessoires qui leur permettaient de faire des techniques culinaires et donc ils devaient trouver des noms sympas dans lesquels les noms des légumes d'hiver rentraient dans le titre et ils présentaient à toute leur classe leur menu. Et on leur montrait, ils découvraient les fruits à coque, donc là même principe que les fruits secs. Ils découvraient le mot mystère qui était fruit et tout ça pour leur faire découvrir ces fruits à coque qui sont aussi des super alliés pour le goûter, plein de bonne énergie et hyper pratique pour les boîtes à goûter. Alors après cette petite pause, on repart sur nos labels et donc cette fois-ci comment s'y retrouver dans tous les labels qui existent. Alors il faut savoir qu'un label, il y a une certification par des organismes extérieurs qui vont certifier un cahier des charges. Alors, il y a des labels non bio qui existent, tous les labels que vous voyez ici, entre les AOC, appellations d'origine contrôlée, AOP, appellation d'origine protégée, les indications géographiques protégées, IGP, ça protège un nom et une aire géographique. STG, c'est la spécialité traditionnelle garantie, ça garantit une recette. Les produits label rouge, ça garantit une qualité supérieure du produit, souvent de meilleures conditions d'élevage pour les animaux, et le goût est meilleur. Donc ça, ce sont des signes d'identification de la qualité et de l'origine, c'est des labels d'État.
Et par exemple, on peut penser que le petit logo saveur en or est un label, mais c'est juste une marque. Ça veut dire que le site de production ou de transformation est dans les Hauts-de-France, mais ça ne veut pas forcément dire que ça a été cultivé dans le Nord. Ensuite, dans les labels bio, il n'y a pas que le label AB français ou le label bio européen. Et donc, dans les produits, en fait, seul le label bio européen est obligatoire à étiqueter. Le AB, c'est plus connu, mais il n'est pas forcément, il est facultatif. Et en fait, vous avez d'autres labels, le label Nature et Progrès, le label Biocohérence et le label Déméter, qui sont des labels bio avec des exigences supérieures au label européen. Alors, sur la slide d'après, là, vous avez quelques éléments du cahier des charges de ces différents labels. Je vous laisse mettre pause si vous voulez en savoir plus. Juste un truc sur le label Biocohérence, par exemple. En achetant un produit Biocohérence, vous avez la certitude que les ingrédients sont d'origine française, qu'il n'y a pas de culture sous serre chauffée, et les traces d'OGM sont inférieures encore que pour le label européen. Voilà. Ensuite, il y a des labels qui existent spécifiquement pour le poisson. Pareil, avec des exigences croissantes, avec juste le pavillon de France qui certifie l'origine des produits, des labels sérieux mais peu ambitieux, type le label MSC, et puis des labels qui sont plus engagés, type pêche artisanale garantie ou Friend of Sea, mais ils sont peu répandus. Pour le poisson, de toute façon, on fera une conférence spécifique sur le poisson parce que c'est difficile de traiter ça en une seule slide diapositive. Alors, concernant la rémunération des producteurs, à votre avis, quand on achète un produit, quel est le pourcentage qui revient au producteur? Est-ce que c'est 20, 40, 60, 80%? Est-ce que ça dépend? Alors, c'est des informations souvent qu'on n'a pas forcément. Donc c'est difficile d'avoir l'information. J'ai vu dans certaines données de France Agrimaire que pour un panier de 100 euros, il y avait seulement 8,20 € qui revenaient au producteur, c'est-à-dire 8%. Voilà, je ne sais pas si c'est valable pour tous les produits. Là, au moins on a l'information, c'est la marque Merci d'Intermarché, et donc qui rémunère plus le producteur. Et donc là, on a quelques infos. Ça va de 40%, 45% à 53% pour l'éleveur, concernant le lait, par exemple. Là, pour les œufs, vous avez différents niveaux de rémunération du producteur qui diffèrent entre les marques. La marque Merci, où là, il y a 43% qui revient au producteur, versus 53% qui revient au producteur quand c'est la marque Bio Merci. Donc là, il est bio et le producteur est mieux rémunéré. Pour le coup, on n'a pas l'information sur juste les produits bio, les œufs bio. Voilà. Il y a certains magasins qui affichent la rémunération du producteur. Donc là, par exemple, chez Otera, une ancienne des Hauts-de-France, c'est 63% qui revient au producteur. Le court-circuit.fr, là, on a aussi la répartition de l'argent, c'est 83% de l'argent du prix que le consommateur paye qui revient au producteur. C'est à peu près pareil, je crois, à la ruche qui dit oui. Mais voilà, ça c'est pour les informations qu'on a, et donc on voit que selon ce qu'on achète, le producteur est plus ou moins rémunéré. Et donc c'est de plus en plus, c'est les labels commerce équitable qui garantissent ces notions de prix stable et d'une meilleure rémunération, et aussi des conditions de travail plus décentes, par exemple, quand il y a des labels nord-sud, donc entre les pays du nord et entre les pays du sud, là se pose la question des conditions de travail, et donc ces labels commerce équitable garantissent des meilleures conditions, et ça garantit aussi
un meilleur respect de l'environnement, même si équitable ne veut pas dire bio. Mais il se trouve que souvent, ça va ensemble. Et par exemple, le label Biopartenaire, ça cumule les 2 cahiers des charges. La marque Ensemble de Biocop, c'est pareil, c'est bio et c'est équitable. Voilà. Et maintenant, il y a des labels uniquement Nord-Nord qui existent, uniquement en France, et ça garantit une meilleure rémunération pour les producteurs. Alors, concrètement, la dernière question, où acheter responsable? Donc, le but, c'est de trouver une ou plusieurs solutions qui conviennent, qui sont adaptées à nos critères d'exigence et puis à nos contraintes. Et donc là, c'est pareil, il faut arbitrer entre les contraintes très pratico-pratiques de proximité, d'horaire d'ouverture, d'offres de la gamme du magasin. Et ça dépend des personnes. Parfois, il y en a qui préfèrent avoir beaucoup de choix et puis d'autres très peu de choix pour gagner du temps. Et l'éthique de l'enseigne, ça peut être aussi un critère qui peut devenir incontournable pour certains, parce que ça permet, quand on choisit une enseigne, on choisit aussi, par exemple, les limites qu'elles peuvent se donner. C'est par exemple ne pas vendre des produits hors saison, ne pas utiliser de transport par avion, ou une exigence supérieure dans le cahier des charges, des producteurs mieux rémunérés, des labels et des produits du coup de meilleure qualité. Donc là, on a comparé différentes solutions. Alors c'est un tableau que vous pouvez mettre pause et puis vous regardez ou vous nous demandez la présentation. On peut vous l'envoyer sur si vous nous demandez. Mais du coup, ça compare un petit peu les différents types de produits, ce que vous pouvez trouver dans le magasin, si vous pouvez trouver des produits bio, des produits locaux, si vous avez le choix des produits ou si par exemple c'est un panier de légumes, puis là vous n'avez pas le choix. Et puis en termes de praticité, si c'est plutôt un magasin classique avec des ouvertures au public classique, ou si c'est un marché où là ça sera que des jours spécifiques qui tournent selon les villes, ou par exemple le court-circuit.fr qui il faut commander avant une certaine date pour aller reprendre ces produits en point de retrait. Les points de retrait, évidemment, du coup, c'est moins flexible. En même temps, du coup, ça garantit une certaine optimisation de la logistique au niveau des producteurs. Donc, il peut y avoir des grandes et moyennes surfaces spécialisées. Pareil, alors on a différencié un peu les GMS historiques de la Biocop, Label Vie par rapport à des Bio C'est Bon, des Naturalia, des Natureo, qui n'ont pas forcément toujours les mêmes cahiers des charges. Des magasins de circuit court qui sont pas forcément, qui ne vendent pas forcément des produits bio. Des ventes sur internet par rapport des ventes en présentiel, ce qui peut être très intéressant. Les différentes solutions de paniers de légumes. Et puis il y a différents magasins associatifs qui existent où là ça nécessite un peu plus d'investissement de la part des consommateurs, mais ça permet d'avoir des prix parfois plus intéressants. Et puis on a aussi les magasins de vrac. Alors le vrac, effectivement, ça garantit qu'il n'y ait pas d'emballage. En revanche, ça ne garantit pas forcément que les produits soient bio. Donc c'est pareil, là, quand on a une offre de vrac, idéalement préférer les offres bio. Et maintenant, il existe des drives de vrac qui permettent du coup c'est pas nous qui mettons qui remplissons nos bocaux. Donc je vous laisse regarder ça au calme. En conclusion, l'idéal, ça va être du coup des produits qui cumulent tout, saison, bio, local et circuit court. Si jamais on peut pas tout cumuler, sachez que, vous avez compris que le mode de production et la saisonnalité a un meilleur impact que le seul produit locaux ou circuit court. Que la qualité et puis la protection de la nature et des hommes, ça a un prix. Que il est bon de se poser des questions et aussi de poser des questions aux producteurs ou aux magasins. Plus les consommateurs poseront des questions, plus les personnes se remettront proposeront des produits de qualité. Et puis voilà, on y va par petits pas, on peut pas tout changer d'un coup. Et donc bienveillance envers soi-même pour faire sa transition. Alors, les défis pour le mois prochain, on vous propose 2 défis différents. De vous lancer dans la culture du champignon avec des kits de culture. Ça peut être sympa avec des enfants de cultiver et ensuite de manger notre production.
et d'essayer un autre circuit d'approvisionnement. Voilà quelque chose que vous avez envie de tester. Vous voyez si ça vous convient ou pas, vous changez. Voilà. Mais du coup, ça peut permettre de tester un nouveau circuit. Et pour aller plus loin, vous pouvez retrouver les différents calendriers de saison sur ces sites-là, plus d'informations sur la bio, des sites d'information, un coup de fourchette pour le climat, puis un guide d'achat des produits animaux, et des podcasts qu'on trouve intéressants. Sur le grill d'Écotable, il y a un podcast spécifiquement sur qu'est-ce qu'un bon produit. Il y a plein d'autres trucs, des émissions intéressantes. Et Green Letter Club aussi. Pas mal de sujets intéressants. Voilà, on vous remercie et n'hésitez pas à poser des questions en supplément. On peut vous envoyer d'autres réponses. À bientôt!